Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de African of Interest. Alors le African of Interest que j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter aujourd'hui est un homme pétri d'humanité et d'humilité, un homme exigeant envers lui-même et envers les autres. Un homme qui a cerné les enjeux de la jeunesse africaine et c'est d'ailleurs pour ça que son domaine de prédilection est aujourd'hui l'éducation. Pour promouvoir sa vision en la matière, il sillonne inlassablement le continent africain de long en large pour proposer des outils innovants et des approches éducatives de qualité. Alors pour éviter de mettre votre patience en ride de preuve, je vous présente mes chers amis Foulo Bass. Bonjour Foulo. Bonjour cher Tierno. Alors Foulo, je vais tenter de résumer un peu votre parcours. Je vous demanderai après de le commenter et de le compléter. Alors vous êtes né au Sénégal. Dans quelle ville déjà? À Kolda. Ok, on salue tous les Sénégalais qui nous regardent. Alors, vous êtes venu en France très tôt. Vous avez fait presque toutes vos études en France. Après vos études, vous avez exercé plusieurs postes de responsabilité. D'abord, à l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments pour le compte de la Commission européenne. Vous avez ensuite été directeur du pôle administratif, financier et technique de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour le site Maison Alfort en Île-de-France. En 2011, vous avez rejoint l'université d'Evry-Val-de-Saône où vous avez occupé successivement les postes de directeur des affaires financières, puis directeur général des services. Par ailleurs, vous êtes le fondateur de l'Académie ANAM. Alors, ANAM, qui est un acronyme qui signifie Academy of New African Managers, qui, on traduirait en français, Académie des nouveaux managers ou dirigeants africains. Et je vais m'arrêter là après. Vous êtes le fondateur de l'agence qui porte votre nom, Foulo Bass Conseil, basée à Paris et à Dakar. Alors, cher Foulo, est-ce que ce portrait est un peu représentatif de votre parcours? Est-ce que vous avez des commentaires à rajouter? Je vous remercie beaucoup, Tierno, de cette présentation concise, précise et qui illustre parfaitement le parcours, à la fois le parcours estudiantin, mais aussi le parcours professionnel. Alors, Foulo, on va essayer de vous connaître un peu plus et de mettre la lumière sur vos activités, vos engagements. On va notamment parler de votre entreprise Foulo Bass Conseil. On va faire un focus sur vos activités autour du développement durable en Afrique. C'est un sujet très, très important et un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et on parlera ensuite de l'ANAM, votre académie. Et donc, vous nous expliquerez quel a été le déclic, qu'est-ce que vous proposez comme formation, comment pourrait-on vous rejoindre et qu'avez-vous besoin comme aide pour aller de l'avant. On parlera également de vos engagements en faveur de l'humanitaire en Afrique. Alors, avant de commencer de parler de l'ANAM, est-ce que première question, c'est est-ce que vous êtes toujours directeur, vous occupez toujours des postes de responsabilité auprès de l'université d'Evry ou pas? Non. D'accord. Non, vous avez démissionné. Non, pas du tout. J'ai décidé de mettre fin à mes fonctions à ce niveau-là. Je rappelle que c'est des fonctions publiques. Je faisais partie de la haute fonction publique française. À un moment donné, j'ai décidé de mettre fin à ces fonctions-là pour justement faire ce dont on va parler ce soir. D'accord. La question qui se pose à un moment donné quand on arrive à ce niveau-là, enfin, en tout cas à mon niveau de maturation de la décision, la question qui se pose était de savoir est-ce que c'est là qu'on était le plus impactant ou c'est ailleurs? Ma réponse était ailleurs. En cela, j'aime bien souvent faire référence à des gens qui ont réfléchi avant nous. Je cite Confucius qui dit chacun de nous a deux vies. La deuxième vie commence le jour où on s'aperçoit réellement qu'on n'en a qu'une. Parce que le jour où on prend cette conscience-là, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on décide
de réorienter nos énergies vers ce qui va faire sens à notre vie. Absolument. Et c'est en essayant de donner encore plus de sens à cette vie-là, dans ma vie, que j'ai décidé de me dédier dorénavant à des activités que je considère comme étant encore plus impactantes qu'en étant directeur général des services de l'Université d'Ivry. Est-ce que vous aviez eu des doutes? Est-ce que vous avez eu quand même des doutes et des hésitations? Parce que c'est quand même une décision importante d'arrêter une situation qu'on va qualifier quand même de plutôt confortable pour un diaspora, d'arrêter ça, de lancer dans une aventure un peu inconnue, qui est basée sur des idées, sur de la conviction. Est-ce que à un moment, vous avez eu des doutes et est-ce qu'à un moment, vous avez failli faire marche arrière? Si je dois vous faire un aveu, c'est que je n'ai pas vu un seul ami, une seule connaissance, même une seule autorité avec laquelle j'ai échangé sur ce projet-là qui ne m'ait pas dissuadé de cette décision de démission. Le fait est que, à un moment donné, je pense que la vraie question qui se posait à moi, c'était de savoir, et je me la pose toujours, et c'est ce qui motive encore plus, c'est de me dire, Flo, le jour où tu n'es plus, le jour où on n'est plus, que retient l'humanité de ton passage sur Terre. Il se trouve que moi, ma croyance et ma conviction personnelle sont que nous sommes ici de passage et le passage est relativement éphémère. Donc, raison de plus d'essayer tant mieux que, enfin, le plus tôt possible de dédier cette vie-là, cette vie plus ou moins éphémère, à ce qui va faire sens de la vie. Et je trouve que si je cite encore quelqu'un d'autre qui est Voltaire, qui disait « ce qui touche le cœur reste gravé dans la mémoire ». Eh bien, je considère que les actions qui vont toucher le cœur de nos semblables sont celles qui restent gravées dans la mémoire. Or, les actions collectives, collégiales, sociétales et sociales, environnementales, comme vous aimez bien le faire, eh bien, sont encore celles, par mon sens, celles qui touchent le cœur de nos semblables encore plus que le reste. Et eh bien, c'est en tirant cette conclusion-là qu'on arrive que j'en suis arrivé à prendre cette décision. Effectivement, à un moment donné, prendre cette décision, ça veut dire que sauter un peu dans le vide. Donc, on n'a plus de filet de sécurité. Et à un moment donné, je pense et je suis convaincu que si on veut impacter, il faut oser aller au-delà de la fameuse boîte dont on parle, go outside the box. Eh bien, ça veut dire tout simplement, il faut sortir de sa zone de confort et de sa zone de sécurité habituelle pour aller défricher des frontières, repousser les frontières de ce qu'on peut considérer comme étant à faire, comme mission, comme rôle et comme sens à donner à sa vie. Ouais, présenté comme ça a l'air simple, mais je pense que les diasporas qui nous écoutent savent très bien le risque qu'il y a l'hésitation qu'on peut avoir à abandonner une situation de confort pour passer à une situation plus ou moins incertaine. On va parler de votre académie, ANAM. Est-ce que vous pouvez nous faire un panorama de cette académie, en quoi ça consiste et qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager, notamment dans le secteur de l'éducation? Alors, on va faire un peu du Jean-Jacques Rousseau ce soir, puisque je vais me permettre de faire un peu de parenthèse, qui va être plus ou moins longue, je crois, cette période de parenthèse, je veux dire. En réalité, pour arriver là, à cette aventure, moi, j'ai eu des missions d'expertise, soit pour le compte de la francophonie, soit par
pour un autre objet qui s'appelle la DGSS, qui est une sorte d'association des directeurs généraux d'universités francophones dans le monde. Donc, par-ci, par-là, j'ai eu l'opportunité de faire partie de quelques comités de réflexion, soit de comités d'expertise, dont la vocation est de réfléchir sur les trajectoires que prend le monde et les changements que prend le monde et les changements structurants, stratégiques et structurants que prend le monde. Eh bien, force était de constater en tout état de cause de ma part qu'à chaque fois qu'il m'était donné comme occasion de me rendre en Afrique ou de me confronter avec l'Afrique sur ces questions stratégiques, je sentais toujours une certaine faim. En tout cas, j'avais une soif de manque que je considérais qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Maintenant, toujours pour prolonger dans cette parenthèse, je vais vous revenir en Afrique et réfléchir avec vous sur ce qu'on pensait, ce que considéraient nos pères fondateurs de nos nations, jeunes nations, accédant à la souveraineté internationale dans les années 60, début des années 60. Il se passe qu'en mai du 23 au 26 mai, ou 24 ou 26 mai 1963, se tient à Addis Abeba le grand sommet africain qui réunit 32 chefs d'État et de gouvernement des jeunes États africains nouvellement indépendants et qui ont réfléchi sur l'avenir de l'Afrique, comment passer à cet affranchissement du joug colonial et comment assumer nos nouvelles responsabilités. Et ces responsabilités devraient être assumées au regard de ce qui était constaté à l'époque comme priorité. Parmi les priorités qui étaient soulignées ce mois de mai 1963, il y avait trois choses qui retiennent mon attention et qui retiennent l'attention de la plupart des observateurs. C'est que, ce sommet avait identifié comme priorité comment repousser les frontières de l'ignorance, de l'obscurantisme, c'est-à-dire l'éducation et la formation. Comment? Deux, comment lutter contre la faim, l'agriculture, ce qu'on a appelé depuis l'autosuffisance alimentaire. Et trois, et je m'en arrête là parce qu'il y en a d'autres, mais en tout cas les plus importants, c'est celle-là. Trois, c'est comment est-ce qu'on allait repousser comment on allait élever l'espérance de vie. Donc, c'est la santé. Donc, comment lutter à l'époque contre la mortalité infantile, la mortalité des femmes en situation de donner vie. La question de la santé était parmi ces trois choses, trois idées, Eh bien, au moment de prendre la décision de créer ANAM, la même question se pose. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu, que c'est à peu près le moment, les années dont on parle ici, c'est à peu près le moment où nos mêmes chefs d'État, de gouvernement et de gouvernants, pardon, ont réfléchi au fameux agenda 2063. 100 ans après la conférence d'Addis Abeba, le sommet d'Addis Abeba, eh bien, si on fait le bilan aujourd'hui, M. Barry Thiernon, où en sommes-nous sur ces questions à l'époque considérées comme prioritaires? L'éducation, la formation, la santé, l'agriculture, où en sommes-nous? Eh bien, je ne suis pas sûr
que les progrès, les innombrables progrès, les gigantesques progrès qui ont été accomplis soient aujourd'hui à la hauteur des attentes de nos populations qui sont tout à fait légitimes d'attendre des résultats beaucoup plus probants que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce que ANAM se crée. Et ANAM se crée en disant, bon, très bien, nous, Tierno, vous, Monsieur Barry, moi, c'est nous qui sommes là aujourd'hui. Si ce ne sont pas nous, si nous ne nous engageons pas, qui le fera? Et si on ne le fait pas aujourd'hui, quand le ferions-nous? Une fois qu'on a répondu à ces deux questions, eh bien, il nous reste une seule solution, c'est de nous retroucher les manches et bien d'aller faire ce qu'on peut, au niveau qu'on peut, à la hauteur et à la lumière et aux dimensions qui sont les nôtres. ANAM, donc, je reviens dessus, elle a pour vocation de faire de la formation, de l'éducation, de la formation, mais de la formation tournée vers les compétences, approche par compétence 100%. L'idée, c'est de dire, le monsieur ou la madame qui vient frapper à la porte de ANAM, on le prend ou on l'apprend d'un point A à un point B, le point B étant le jour où on considère que cette personne qui est venue nous voir est enfin prêt d'assumer ce pourquoi il ou elle est venu nous voir. Et donc ça, c'est super important pour nous, ça. L'approche par compétence. Après la formation, que ça va nous faire? Qu'est-ce que cette formation nous a donné comme outillage, comme équipement? C'est ça, ANAM. Formation professionnalisante, formation tournée vers les compétences, formation tournée vers, j'insiste là-dessus, vers quelque chose de cohérent avec les écosystèmes locaux. Ça veut dire qu'alternativement, on part des écosystèmes, les besoins, les attentes exprimées par les écosystèmes locaux, par le milieu entrepreneurial, le milieu, enfin tout ce qu'on veut comme milieu, en tous les cas, les écosystèmes locaux. On conçoit des formations qui aient un sens avec ces écosystèmes locaux, avec les attentes exprimées localement, avec les besoins exprimés par nos économies locales. L'idée, c'est celle-là fondamentalement. Ça, c'est en termes de formation. Mais il y a un volet accompagnement. Il faut savoir que ANAM a comme ambition de former d'abord des entrepreneurs, des gens qui ont vocation d'entreprendre, des gens qui ont vocation de se lancer, de créer une activité pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs semblables. Des gens qui partagent un peu notre idéal, qui est que on grandit pas seulement pour consommer, pas seulement pour produire et consommer, mais on grandit pour vivre, certes, mais pour aimer le prochain, pour tendre la main au prochain, pour impacter le prochain positivement. Impacter le prochain positivement. Et ça, il n'y a pas meilleur que la formation, l'entrepreneuriat pour aider à faciliter la vie de nos semblables. Donc, il y a un volet très important sur la formation destinée à l'entrepreneuriat. Et mieux encore, je sais que cette question va vous parler, Monsieur Barry, c'est mieux encore, c'est former des jeunes femmes, des jeunes filles et des femmes à ces questions de comment est-ce qu'on va les amener à les inclure davantage dans le système productif des richesses de nos pays respectifs en Afrique. Donc, je ne sais pas si vous me permettez, M. Barry, je vais vous citer quelque chose qui est important à mon avis, c'est que la question du genre, je considère que tant qu'une société sera exclusive, comme sont la plupart
de nos États, du genre féminin, eh bien, la notion de justice sociale a toujours quelque chose qui lui manque. On ne peut pas parler de justice sociale alors même qu'une partie de nos semblables sont exclus du système qui produit la richesse, en tous les cas au sens des institutions de Bretton Woods du terme. Donc, on peut dire que vous êtes profondément féministe. Absolument. Je vais même vous citer quelque chose. Il y a une étude qui a été faite pour essayer de voir quel est le coût, ou plutôt le manque à gagner, du fait d'avoir ostracisé une partie de notre population, c'est-à-dire le genre féminin. Eh bien, cette étude, financée par la Banque mondiale, évalue cet état de fait entre 112 et 152 milliards de dollars par an. Donc, au-delà d'être des dégâts, des souffrances humaines, c'est aussi une gabegie économique, quelque chose de complètement insensé économiquement. Voilà. Donc, approche par compétence, approche inclusive du genre féminin, et vous me direz, il manque dans notre cas de figure, en tout cas dans notre volonté, il manque un volet, c'est comment est-ce que toutes ces personnes qu'on va former, les unes pour l'entrepreneuriat, d'autres pour tout simplement les accompagner à l'insertion sociale et professionnelle. Mais en tous les cas, pour ceux et celles qui se destinent vers l'entrepreneuriat, on a réfléchi à comment est-ce qu'on allait juguler à un autre problème qui est stricto sensu fondamental pour la création de l'entrepreneuriat, en tout cas les initiatives privées, c'est la financiarisation des jeunes pousses qui sont en train de sortir de terre. Donc, Anam réfléchit, est en train d'imaginer la mise en place d'un fonds d'investissement qui est dédié spécifiquement à comment est-ce que, on apporte une garantie à ces jeunes pousses, deux, on cofinance on finance ou on cofinance ces jeunes pousses. Mais l'autre volet le plus important, l'un des volets les plus importants de ce fonds d'investissement, c'est justement la prise en charge des futurs apprenants, on les appelle comme ça, les futurs apprenants d'Anam, qui ont des idées, qui ont une volonté, qui sont épris de cet engagement social et sociétal et qui, malheureusement, n'ont pas les moyens de pouvoir financer leur formation. Et bien, à ce moment-là, intervient ce fonds d'investissement ad hoc de Anam pour les insérer dans ce modèle économique qui veut qu'on prend en charge leur formation. À l'issue de la formation, le contrat tripartite qui est signé prévoit qu'ils réservent X% de leurs revenus futurs pour rembourser cette prise en charge et qui, en retour, permet de prendre en charge quelqu'un d'autre derrière eux qui entre en formation. Voilà le tableau global designé de Anam sur ce que j'appelle les ADL, les 3 ADL de Anam. D'accord. Et quelles sont les conditions d'accès à l'ANAM? Un apprenant, comme vous les appelez, est-ce qu'il y a des tests ou il y a des critères que cette personne doit avoir pour être acceptée au sein de l'ANAM? Assez simple. Principe de base, d'abord, il y a 2 volets qu'il faut avoir en tête tout le temps et en tout lieu. Il y a ceux et celles qui viennent et qui à aucun moment ne pensent à l'entrepreneuriat. Et c'est normal et c'est légitime aussi. Donc, c'est des gens qui viennent chercher des compétences pour aller les faire valoir sur le marché du travail. Ceux-là, eh bien, il y a des critères de sélection qui tiennent compte de beaucoup de choses, mais en tous les cas, dans tous les 2 cas de figure,
le diplôme, pour nous, à l'entrée, en tous les cas, n'est pas une barrière. Absolument pas une barrière. Le critère fondamental de notre sélection, et les recrutements se feront sur cette base-là, les critères fondamentaux de notre sélection, c'est l'idée qu'a la personne qui vient frapper à la porte. Qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie? Entreprendre, s'insérer professionnellement, si oui, dans quel secteur? Et nous, notre rôle, c'est, comme je vous ai dit en préambule, c'est de partir toujours du bassin de l'emploi, des écosystèmes locaux qu'ont-ils besoin ces écosystèmes locaux pour définir des curricula qui aient un sens, qui soient cohérents et qu'on doit aussi aux futurs apprenants ce rôle de conseil, ce rôle d'accompagnement et de les orienter vers ce qui va faire sens eu égard au bassin dans lequel ils souhaiteraient évoluer ultérieurement après les formations. Donc, critère essentiel, c'est les idées qu'ont les gens qui viennent frapper à la porte, de leur degré de motivation, leur degré d'implication et leur prise de conscience qui est que ils veulent faire quelque chose de leur vie, ils veulent impacter leur environnement, ils veulent impacter leur environnement social, sociétal et environnemental. Vous avez parlé de fonds d'investissement, de fonds pour financer les apprenants qui n'auraient pas les moyens. Est-ce que ça voudrait dire que vous avez besoin de partenaires financiers? Qu'avez-vous besoin pour poser une question simple, un peu plus générale? Alors, pour être assez concret, nous avons besoin de partenaires financiers, quand bien même nous en avons déjà, dont un avec lequel on est très, très avancé. Il n'en demeure pas moins que le projet, en tout cas l'envergure que nous voulons donner à ce projet, est telle que plus on est, mieux c'est, plus on est, mieux on appréhende le périmètre du projet et mieux on appréhende la préparation du futur. Donc, des partenaires financiers, nous en avons besoin, des partenaires académiques, des partenaires pédagogiques, des partenaires… Je n'ai pas dit quelque chose qui est très important dans le projet, parmi les ADN dont je parlais tout à l'heure. L'approche par compétences, elle n'a de sens ici que bien sûr en tenant compte des attentes des écosystèmes locaux, en tenant compte de notre volonté pressante de mettre sur le marché des gens qui savent faire quelque chose de pourquoi ils sont venus. Mais cette approche par compétence, et en tout cas de la façon dont nous on la conçoit, elle est adossée sur un véritable réseau, une véritable volonté de mécène de compétences. Donc le mécénat de compétences, M. Barry peut être à Londres, M. Paz peut être à Paris, quelqu'un d'autre peut être à Montréal, on en a à Denver, au Colorado, Montréal, je l'ai cité, Ottawa, New York, Paris, ailleurs, Kigali, ailleurs. Eh bien, chacun, quelque part, a des compétences et qu'il pourrait souhaiter mettre à disposition en accompagnant quelqu'un, ne serait-ce qu'en faisant du storytelling. Vous savez, raconter son histoire permet déjà, dans la plupart du temps, à inspirer des gens qui sont là encore à se poser des questions et qui se posent des questions. Eh bien, une histoire peut permettre de dire à moi-même, oui, c'est possible depuis chez moi, oui, c'est possible avec moi, oui, c'est possible pour chez moi. Ça, c'est notre… Absolument, c'est tout à fait… D'où la nécessité de ce mécénat de compétences.
Absolument. C'est d'autant plus vrai que ça fait partie des objectifs de cette chaîne, de justement écouter des gens comme vous dans l'espoir d'inspirer d'autres qui vont se dire que c'est possible avec les moyens du pays, etc., etc. Et donc, dernière question sur Anam. Là, quels sont les pays cibles? Est-ce que vous avez déjà une carte bien définie ou vous êtes encore en mode design, conception? Alors, on a les deux, c'est-à-dire un mode design, mais avec le Sénégal, et c'est un peu normal, c'est mon pays d'origine. Ouais. En tout cas, ma volonté quelque part au fond de moi-même, c'est de commencer par là, d'éprouver le modèle, ce qu'on appelle la preuve du concept. Une fois que le concept a fait ses preuves, en tous les cas, la modélisation qu'on a faite de ce projet, on a déjà, tout de suite après, c'est le Rwanda, hein, vous voyez, de l'Est à l'Ouest, hein, couvrez notre volonté supranationale de panafricanisme, une approche panafricaniste. Et entre deux, on a quelques contacts plus ou moins avancés au Burkina Faso, au Mali, un peu avec la Côte d'Ivoire, mais je vous cite là ceux qui sont plus ou moins, alors c'est encore instable, mais en tout état de cause, il y a des formations qui ont déjà été conçues sur une approche professionnalisante, ce qu'on appelle les formations continues, les formations professionnelles. On a déjà conçu un certain nombre d'entre elles et qui sont proposées notamment au Sénégal et qui sont voilà, enfin, qui sont en cours de préparation. Celles-là, elles sont coportées. Je ne vais pas évoquer les partenariats, mais sachez que du point de vue pédagogique et académique, on a de très forts partenariats avec des universités françaises. Pour le moment, je ne les cite pas volontairement, françaises, canadienne de Montréal, canadienne d'Ottawa, et puis quelques pourparlers avec Denver au Colorado des États-Unis. Très bien. Donc, alors, passons donc de l'éducation au développement durable. C'est un sujet, je sais, qui vous intéresse bien et ça fait partie d'ailleurs des services que vous proposez au sein de Foulebas Conseil. Donc, selon vous, parce que moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est son rapport avec l'Afrique. Donc, selon vous, quelles sont les pistes pour parvenir au développement durable en Afrique? Est-ce que vous pouvez citer quelques pistes dans ce sens? Ouh là là, ça c'est un vaste, enfin ce serait prétentieux de ma part de vouloir donner une quelconque leçon là-dessus. Ce que je pourrais souligner ici, c'est que, comme vous le savez, en 2015, faisant suite à un autre procédé qui précédait, les Nations Unies ont défini ce qu'on appelle les ODD, les Objectifs de développement durable. Il y en a 17. Théoriquement, l'ensemble des pays du monde, ce sont en tout cas les signataires, ceux qui ont adhéré aux ODD, sont engagés à faire quelque chose face à cette dégradation d'une manière presque irréversible de la plupart, enfin de certaines en tous les cas, matières ou ressources naturelles, richesses et ressources naturelles du monde. Ça, c'est un fait, ce n'est pas moi. Il y a des experts ici et là qui le disent, notamment les experts du GIEC, que vous connaissez. Mais au-delà de ces expertises qui sont formulées, exprimées par-ci, par-là, il y a aussi, nous, même si on n'est pas experts sur tout l'ensemble de ces questions-là, mais
constatons tout simplement ce qui se passe, Monsieur Barry. On a coutume de dire essentiellement que les pollueurs sont au nord et les victimes sont au sud. Les dernières années tendent à donner raison à cette approche-là. Regardez ce qui se passe actuellement au moment où on parle, M. Barry, que ce soit en Afrique de l'Est, que ce soit en Afrique centrale ou que ce soit en Afrique de l'Ouest. Eh bien, vous voyez des inondations en voiture, en voilà, et avec des dégâts matériels, certes, mais des dégâts humains et des drames humains et avec tout son corollaire de problèmes liés à la santé, liés à la salubrité publique, avec les eaux qui sont souillées et ainsi de suite. Donc, à mon avis, cette question est devenue centrale, monsieur Bach, mais vraiment centrale. Or, on ne peut pas dissocier cette question de la formation, l'éveil du citoyen, l'éveil de la conscience du citoyen j'ai failli dire passe forcément, mais en tous les cas passe, je l'ai dit, l'éveil de la conscience, la prise de conscience universelle vis-à-vis de cette question-là. J'aimerais bien citer le Mahatma Gandhi sur cette question qui disait: nous ne devons pas en prendre soin parce que nous l'héritons de nos aïeux, non, parce que nous l'empruntons. Ça m'amène à évoquer la question, un sujet qui est central à mon avis par rapport à cette affaire-là. C'est que abordons cette question liée à la protection et à la défense de l'environnement, de ce qui nous entoure, avec une approche de responsabilité. Responsabilité transnationale, au-delà de nos États-nations. Cette responsabilité nous incombe en tant que citoyens du monde. Mais aussi, et surtout, où les deux vont de pair, la responsabilité transgénérationnelle, intergénérationnelle. Et c'est pour ça que j'ai cité le Mahatma Gandhi, parce qu'il faut nous sentir responsables des générations qui vont venir. Imaginez que, et ce n'est pas une imagination tout à fait farfelue, imaginez qu'il y a un fort risque que les générations à venir n'aient pas la chance d'observer des chenilles, des papillons, n'aient pas la chance d'observer telle ou telle autre espèce animale, parce que nous avons, par nos comportements économistes, industriels, enfin tout ce qu'on veut, nous avons exterminé définitivement ces espèces, que ce soit des espèces botaniques ou animales. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on va réussir à cette solidarité intergénérationnelle alors qu'on a du mal avec la solidarité intragénérationnelle? Parce que c'est quand même aujourd'hui, on laisse des gens mourir comme ça je ne veux pas dire qu'on laisse les gens mourir de faim, mais je pense que ce n'est un secret pour personne de savoir qu'il y a quelque part en Afrique des gens qui ont du mal à trouver de l'eau potable, mais on préfère quand même sauver les abeilles, s'occuper d'être dans une logique d'intergénérationnel, alors que parfois il y a peut-être beaucoup plus utile à faire en intragénérationnel. Que pensez-vous de ça? Je pense que si cette question de l'environnement et de notre rapport avec l'environnement est tellement importante qu'il faut, mais je pèse mes mots, il faut absolument l'inscrire dans la durée. C'est-à-dire l'inscrire au-delà de notre temporalité d'être humain, d'une génération. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Bien sûr qu'il y a des problèmes contemporains liés à ma propre génération, liés à mon propre État-nation, liés peut-être à ma ville, à ma région. Très bien. Il n'en demeure pas moins que quand on pollue dans le Nord et que
les dévastations qui arrivent par les ouragans et autres au Mozambique, comme on a pu l'observer, mais je vais citer celui-là, je pourrais en citer un paquet d'autres pays, les inondations nombrables qu'on observe, l'avancée du désert, en même temps, vous voyez, toutes ces choses-là qui font que la plupart du temps, ce sont des gens qui n'y sont pour peu, j'ai failli dire pour rien, eh bien, les dégâts de l'environnement n'observent pas de frontières en cette matière-là. Je vais vous donner une citation, puisque vous une citation, hein, une statistique, puisque vous avez évoqué cette question de différence entre les individus selon d'où ou selon où on se trouve au moment où on parle. Sur l'eau, par exemple, l'eau potable. Moi, j'ai encore en tête un rapport qui, concernant la consommation de l'eau, qui montre qu'un Américain consomme par jour 570 litres, au moment où un Malien va consommer 20 litres par jour. Vous voyez, on parle de quel rapport on parle? À 570 et 20 litres. Que je vais être un peu provocateur, mais qu'est-ce que l'Américain a de plus que le Malien, en dehors du fait qu'il s'est trouvé qu'il est né, ou qu'il a grandi, ou qu'il vit, en tous les cas, sur un pays donné par rapport à un autre qui vit dans un autre pays, alors même que nous avons un partage, cette nature-là, ce même environnement. Je vais quand même rester optimiste sur cette question, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que c'est en 2018, pour la première fois, en tout cas de mon point de vue, qu'on entend parler, prise vraiment de la manière sérieuse, cette notion de bien commun par les gens, par les grands qui se sont retrouvés au sommet de Davos en 2018. Moi, en tout cas, c'est la première fois que j'entends. C'est des grands financiers ou des grands chefs d'État ou de gouvernement s'accaparer de cette notion qui était jusqu'à présent plus ou moins restée dans les fourches codines des experts et des spécialistes. Mais la notion de bien commun est importante, Monsieur Barry. En vertu de quoi devrait-on privatiser l'eau, privatiser l'air, privatiser le sol? Vous voyez, donc l'éducation, pour moi, l'éducation et la santé font partie, j'ai failli dire sur le peloton de la tête, de cette notion de bien commun. Et si on investit sérieusement sur l'éducation, vous verrez qu'on va reculer les frontières de cette approche, reculer les frontières, je veux dire, au sens où prise de conscience de cette approche du respect vis-à-vis de l'environnement, de comment est-ce qu'on gère avec responsabilité ces ressources qui sont rares. La raréfaction de ces ressources-là n'est plus à démontrer. De ces ressources qu'on a besoin, nous, intérêt, c'est un besoin vital nécessairement, qu'on a besoin de préserver, de gérer avec une durabilité, d'où l'importance, à mon avis, de la définition qui a été faite en 2015 des 17 objectifs de développement durable et qui mettent au cœur, parmi les tout premiers, l'éducation, le respect de la femme, la santé, et vous voyez qu'on revient toujours au cœur du débat, qui est que, en réalité, les questions qu'on se pose, vous et moi, c'est pourquoi est-ce que nous vivons ensemble? Pourquoi nous vivons en communauté? Pourquoi nous vivons en tant qu'êtres humains, tout simplement? Alors, si je fais un peu l'avocat du diable, bon, le diable n'a pas besoin d'avocat, me diriez-vous, mais tout à l'heure, vous aviez dit que les pollueurs sont au nord, et en gros, les coupables sont au nord et les victimes sont au sud.
Et qu'avez-vous à dire à quelqu'un qui vous dirait que, bah, en fait, les pollueurs, s'ils sont si en avance économiquement, c'est parce qu'ils ont pollué et que nous, Africains, on est encore en phase de développement. Est-ce qu'on doit forcément écouter ces leçons de morale de ces pollueurs-là pour nous expliquer ce qu'on doit faire, quelque chose qu'ils n'ont pas fait, ou est-ce que au contraire, on doit repenser, il n'est pas impossible de repartir sur une bonne base et de repenser complètement cette notion de développement et de croissance économique de façon générale. Et moi, je dirais que cette approche-là, je n'aurais aucune hésitation à la qualifier d'erreur. Et je vais faire une petite parenthèse pour citer un éminent africain qui est Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin, qui a même été candidat et qui est arrivé au deuxième tour, qui a fini deuxième, je ne sais plus quelle année. En tout état de cause, je le cite sur la plupart de ses interventions publiques où il parle souvent, en traitant de cette question-là, il parle souvent de la fameuse théorie de l'avantage de l'arriération. L'avantage de l'arriération, qui est théorisé il y a quelques siècles, ce concept consiste à dire la chose suivante. Si vous êtes, vous, Monsieur Barry, mon devancier, sur beaucoup de choses, en tout cas sur ce thème-là, par exemple, vous êtes mon devancier, vous avez posé des pas, certains qui ont été convaincants, gagnants, victorieux, d'autres moins, d'autres pas du tout. Si je suis amené à vous suivre ou à vous rattraper, eh bien, malin je serai en évitant de poser les mêmes erreurs que vous avez faites. Donc, en posant mes actes, si je suis bien inspiré, il faut que je fasse en sorte que les erreurs qui ont été les vôtres, eh bien, je les évite. C'est ça que ça veut dire l'avantage de l'arriération. Prenons le pont, sautons, faisons en sorte que les erreurs faites par les autres, on ne les emprunte pas. Ça, c'est un fait. Mais le véritable problème, enfin, le véritable enjeu, c'est que nous avons ça en partage, l'environnement en partage. Et c'est une question de survie de notre espèce humaine, tout simplement. La raréfaction des ressources, elle ne regarde pas le riche ou le moins riche ou le pauvre. Écoutez, monsieur Barry, nous avons un dernier exemple à date qui est beaucoup plus parlant que nos deux discours respectifs combinés. Le Covid, certains, je ne sais plus si on dit Covid ou la Covid ou le Covid, tout état de cause, le Covid, eh bien, l'exemple que ça nous donne là aujourd'hui, c'est que la nature, c'est la nature. La nature ne regarde pas le riche, le pauvre, le nord, le sud. La nature, elle s'exprime dans toutes ses dimensions, elle s'exprime avec ses méfaits, avec ses bienfaits, et elle s'exprime surtout lorsqu'on va aller repousser les frontières de cette nature-là et aller toucher des habitats naturels pour certaines choses qui n'avaient pas vocation à entrer en contact, en tous les cas, en contact direct avec certaines espèces. Donc voilà la réalité. La réalité, c'est que la raréfaction des ressources, c'est un fait. La pollution et les dégâts que cela fait à la couche d'ozone, c'est un fait. Et quand ce fait s'exprime, il ne regarde pas que je suis à Tokyo ou je suis à Kuala Lumpur ou en Guinée-Bissau ou à Maputo. Absolument. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat vert et la raréfaction des ressources aussi. Et je pense que ce n'est plus un secret pour personne que nous sommes dans un monde avec des ressources très, très limitées. Et
Donc, je pense que la responsabilité que nous avons effectivement vis-à-vis de la génération future et le monde que nous allons laisser à la future génération est une question fondamentale. Et je pense que les consciences commencent à se réveiller, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec les catastrophes naturelles, parce que je pense que le cerveau humain, quand il ne voit pas concrètement ce qu'on lui dit, il a du mal à le croire parfois. Donc, on va parler un peu de l'humanitaire. Cher Foulou, j'ai cru comprendre que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup et que vous êtes un petit peu engagé sur ce terrain-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de vos activités sur ce sujet humanitaire? Très bien. Question de responsabilité intergénérationnelle, en insistant sur le fait que euh, les objectifs de développement durable, ce n'est pas rien qu'ils aient été pensés. Moi, je pense qu'on devrait même militer pour que au moins quelques-uns d'entre eux, notamment ceux qui traitent la question de l'égalité genre, la question du genre, égalité femmes-hommes, hommes-femmes, la question de l'inclusion de toutes les couches de la société et de tous les genres de la société dans la recherche dans cette recherche de la société cohérente, la société juste, la justice sociale et de la recherche de la prospérité de l'humanité qui se fait dans le respect mutuel, dans le respect de toute l'entièreté de l'humanité et de l'être humain qui soit au centre de tout ça. Ça, c'est l'une des préoccupations du développement, des objectifs de développement durable. Donc, je pense que je serais même allé à me laisser dire qu'il faudrait même aller jusqu'à les préconiser dans toutes les formations et en particulier l'éducation à bas âge pour que ça ne devienne plus une approche qu'on apprend, que ça devienne dans nos habitudes, dans nos cultures, dans nos façons de faire, dans nos façons de vivre, en tout lieu et en tout temps. Ça, je pense que c'est très, très important qu'on insiste là-dessus, sur le respect de l'humain, le respect des éléments naturels, le respect de ce qui fait que nous sommes aujourd'hui tous et nous faisons tous sens dans cet univers, puisque en réalité, il n'y a pas un élément de trop dans cette espèce de puzzle mondial. Chacun, chacune, chaque chose, chaque élément, eh bien, doit en tous les cas avoir toute sa place dans l'harmonie, cette symphonie du vivant dans lequel on devrait vivre. Absolument. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet important. Alors revenons sur l'humanitaire, si vous voulez bien. Donc ma question, c'était de nous faire un petit panorama de ce que vous faites autour de l'humanitaire, en Afrique, bien sûr. Alors, ça, c'est le sujet, et vous l'avez brièvement évoqué au début, c'est le sujet sur lequel j'aimerais le moins m'étendre, mais c'est important quand même pour que si ça peut aider Ouais. j'ai failli dire à éveiller des consciences, mais en tous les cas, si ça pouvait aider à ce qu'on s'allie, à ce qu'on se soude, à ce qu'on converge sur des points qui, à mon avis, en tous les cas, m'hérissent les poils. Enfin, en tout cas, ça me fait bouger, ça fait bouger mes tripes. C'est des sujets qui vont nous permettre en prenant à bras le corps ces sujets-là, qui vont nous permettre à venir, pas à l'aide, mais à gagner avec des gens qui ne devraient pas être au bord de la route. Je vais vous donner quelques statistiques parce que c'est quand même important.
sur ces questions-là, il y a aujourd'hui, on parle selon un rapport de l'UNESCO, 750 millions d'adultes africains qui ne maîtrisent pas, alors ça c'est politiquement correct, qui ne maîtrisent pas ce qu'on appelle les compétences de base en écriture et en lecture. 750 millions. 2 tiers, c'est des femmes ou des filles. Euh, il y a, au moment où on parle, M. Barry, 263 millions de jeunes Africains qui ne sont soit jamais allés à l'école, soit ont quitté l'école au bout de 2 ou 3 ans. Et ce sont des jeunes de 5 à 17 ans. 263 millions. 2 tiers, c'est des filles. Un autre sujet, et je termine là-dessus, après je vais vous expliquer pourquoi je vous donne ces statistiques. 90 millions de jeunes Africains n'ont pas ce qu'on appelle un état civil. En gros, ils n'ont pas d'extrait de naissance, ils n'auront pas de carte d'identité, ils n'auront pas de passeport, enfin, ils n'ont pas d'existence civile. Eh bien, vous savez comment on les appelle sur la scène internationale? C'est cela qu'on qualifie d'enfants fantômes. Et ça, l'Union européenne, les Nations unies, enfin, tout ce qu'on veut, sont en train de s'activer, enfin, s'activent, des colloques, il y en a en voiture, voilà, sur ces questions-là. 90 millions, ce sont des Africains. Il y en a dans le monde. 200, on les évalue à 230 à peu près, 230 millions dans le monde. Mais 90 millions, c'est des Africains. 90 millions. La plus grande majorité de ces 90 millions, c'est des filles, avec tout ce que cela suppose comme exposition aux différents trafics, trafic de l'être humain, trafic de ceci ou de cela, exposition au mariage forcé, et ainsi de suite. Eh bien, tout ça nous fait bouger, me fait bouger, me touche dans mes tripes. Et parce que les gens, n'ont pas accès à certaines choses, n'ont pas accès au savoir, à la connaissance, à l'éducation, n'ont pas accès à la santé, n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas. Et on pourrait continuer, la liste, elle est longue. Eh bien, je fais juste un petit aparté pour vous citer ce que je suis en train d'essayer de faire avec un certain nombre d'amis au Burundi. Eh bien, il se passe que on a été alerté, on a lu quelques rapports et un ami burundais m'a fortement sensibilisé là-dessus et on est en train, je m'y suis rendu du coup, pour aller constater de visu et puis constater la réalité des choses et essayer de mesurer, faire une petite étude qui d'ailleurs a fait l'objet d'un rapport que j'ai communiqué aux gens, aux autorités concernées et qu'on va faire vraiment des choses. Eh bien, je ne sais pas si vous voyez à peu près la topographie de ces pays-là. C'est des pays montagnards avec des collines partout. Et il se trouve que la particularité de ce pays-là, c'est qu'il y a beaucoup d'eau, sauf que l'eau, elle est sur les montagnes et elle descend en contrebas. Et je tombe dans une province où une commune où il y a 54 000 personnes, 54 000 personnes, hein, je répète, 54 000 personnes qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas accès à l'eau potable depuis 26 ans. Ces gens-là vont en contrebas, ils mettent 1 heure à 2 heures pour descendre en contrebas sur des ruisseaux, prendre de l'eau et remonter avec 20 litres d'eau ou 40 litres d'eau sur le dos au niveau des habitations qui se trouvent au niveau des hauts plateaux. Et donc, les gens se baignent dans ces ruisseaux-là et prennent de l'eau à boire dans ces ruisseaux-là. Ça se passe en 2021. Ça se passe sur le continent africain et je pense que ça devrait émouvoir plus que d'un, et c'est mon cas.
Très bien. Et quelle est selon vous, la conséquence de fait d'avoir beaucoup d'enfants fantômes? Est-ce que c'est pas aussi le fait d'être absent dans les statistiques, être absent dans tout ce qui est prise de décision, être dans les politiques publiques? Est-ce que il n'y a pas une incidence là-dessus? La conséquence immédiate, c'est celle que vous évoquez. Si vous avez, c'est comme si vous amputez la population africaine de 90 millions. Et ces gens ne sont pas dans les statistiques nationales puisqu'ils n'existent pas, en tout cas légalement. Et par conséquent, dans le dimensionnement des politiques publiques, que ce soit des politiques publiques en éducation, les écoles, les dispensaires en santé, et ainsi de suite. On peut continuer la liste. Eh bien, ça veut dire que tout simplement, ces gens étant absents, on ne pense pas à eux. Et pire encore, puisque ce sont puisqu'ils n'existent pas, eh bien, ils sont plus facilement exposés aux différents trafics de l'être humain, aux différents trafics ou même, pire que je ne sais pas si c'est pire ou pas, en tous les cas, si vous observez, tout à l'heure, on a fait une parenthèse sur ce qu'avaient pensé comme priorité nos pères fondateurs, et j'évoquais cet état ou ce bilan nécessaire à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça suppose, M. Barry? Ben, ça suppose qu'aujourd'hui, tous ces obscurantismes qui se développent par-ci, par-là, vous voyez les questions de djihadistes ou de tout type de rébellions qui naissent par-ci, par-là, au Mozambique, en Somalie, au Mali, dans ce qu'on appelle le GCL, l'espace sahélien, et ainsi de suite. Ces gens-là, l'ensemble de ces gens-là se nourrissent de quoi, M. Barry? Ces gens-là se nourrissent de cette espèce de manque d'accès à l'espoir, ce manque d'accès à l'espérance. Et l'obscurantisme, on le sait, se nourrit essentiellement de manque de lumière. La lumière, elle viendra de la formation, elle viendra de l'éducation, elle viendra de l'accès au savoir, l'accès à la santé, l'accès au numérique, l'accès à tous ces dispositifs, à toutes ces possibilités, à ces technologies qui s'offrent à nous aujourd'hui. Cher Foule, auriez-vous des conseils à donner à la jeunesse africaine qui nous écoute, qui nous regarde? Conseils de conseils en termes de prise de conscience, en termes de... Oui, allez-y. Je me priverai de donner des conseils, mais je partagerai plutôt, comment on appelle ça, je partagerai plutôt ma vision, qui est que c'est possible. Ah, arrêtons. Regardons un peu, j'aime bien citer de temps en temps des philosophes de la lumière. Helvétius disait: tant qu'on contemplera les cieux, on marchera toujours à tâtons. C'est vrai qu'on a toujours cette impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Le fait est que nos nations, nos États, nos régions, nos villes, nos quartiers, ils seront ce qu'ils seront parce que nous y avons pensé, parce que nous y avons mis ce qu'on pouvait comme force, comme énergie, comme engagement social, sociétal, environnemental. Mais comment? Disons-nous que c'est possible en réfléchissant, en pensant. Pensons ce que... j'aime bien une citation, alors que
la religion bouddhiste n'est pas assez présente en Afrique. En tout cas, enfin, je ne sais même pas s'il y a des bouddhistes en Afrique. Mais j'aime bien une citation de Bouddha qui disait, tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Vous voyez? Je pense fondamentalement, moi, que ce que l'esprit humain est capable de concevoir, de croire, eh bien, il est capable de le réaliser. Si nous croyons en nous-mêmes, au fin fond de nous-mêmes, que nous pouvons, oui, nous pourrons. Je vais citer, je vais faire référence à quelque chose, un slogan que je trouve particulièrement génial, en 3 mots, en 2008, quand le slogan de la campagne de Obama était Yes, we can, oui, nous pouvons. 3 mots, mais 3 mots que je trouve particulièrement géniaux, pardon. Et porteur d'un message impactant, porteur d'un message de croire vraiment à ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons porter comme changement, comme impact autour de nous. Eh bien, je vais citer l'un des pères, enfin, le père de la psychanalyse telle qu'on la connaît aujourd'hui, Sigmund Freud, qui disait « La pensée est l'action qui se prépare. La pensée est l'action qui se prépare. Mettons-nous autour de la table, disons-nous que c'est possible chez nous. On n'est pas maudit du tout. Voilà un continent d'est en ouest, du nord au sud. C'est presque 31 millions de kilomètres carrés. Alors, vous avez entendu des théories, vous avez entendu des idées ou des idéologies qui vous prônent un message qui consiste à dire que l'Afrique est surpeuplée. Rapportez les 1,4 milliard à peu près aux 31 millions de kilomètres carrés, vous verrez si nous sommes surpeuplés. Non, la vraie question, c'est la question des idées, c'est la question de la transformation de cette population, de cette jeunesse, en un véritable levier démographique pour transformer cette Afrique, pour aider à transformer cette Afrique, pour aider à faire renaître l'espérance, pour aider à faire renaître l'espoir porté par les jeunes, pour les jeunes et en Afrique. Super. On arrive, cher Foulou, à la fin de cette interview. Est-ce que vous voudriez apporter le mot de la fin? Le mot de la fin, je veux faire référence à quelque chose que vous connaissez, Monsieur Barry. C'est un concept, une philosophie, on va dire, une philosophie sud-africaine de la population zoulou. Ubuntu. Ubuntu, voilà l'une des valeurs fondamentales, structurelles, structurantes de nos sociétés qui faisaient encore la fierté, qui font encore la fierté de l'Afrique, en tout état de cause d'une bonne partie de l'Afrique, qui est que la société, la philosophie Ubuntu, c'est ça. C'est que j'existe, j'existe parce que nous sommes. Si je dois gagner, on gagne ensemble. Si vous perdez, je perds. Donc, il vaut mieux que je fasse tout pour qu'on gagne ensemble. Eh bien, le dicton, l'un des dictons les mieux connus en Afrique, c'est qui consiste à dire seul on va loin, pardon, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Ça, c'est ma conviction.
Merci beaucoup, Foulo, d'avoir accepté de partager avec nous votre parcours, vos activités, vos réflexions sur la société. Chers amis, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à échanger avec Foulo pour préparer cette émission. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager autour de vous pour aider à faire connaître cette chaîne. N'hésitez pas aussi, comme toujours, à laisser des commentaires si vous avez des questions pour Monsieur Foulo ou juste pour nous dire ce que vous en avez pensé aussi. Donc, abonnez-vous si vous regardez sur YouTube en activant la petite cloche. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle interview. Merci, Foulo. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye.